je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du corset, un vêtement, sous-vêtement qui est loin d'être neutre dans la garde-robe des femmes, dans l'histoire des femmes. Et je pense que aujourd'hui, si vous naviguez un peu sur les réseaux sociaux ou même si vous marchez dans la rue, vous vous êtes aussi rendu compte qu'il y a un revival du corset, que les jeunes femmes notamment, voire les ados le portent beaucoup. Il y a notamment un challenge sur TikTok qui s'appelle le Corset Challenge qui a, je crois, 647 millions, n'abusons pas, de vues sur TikTok. C'est un challenge dans lequel les femmes portent leur corset, essayent de le serrer le plus possible pour voir l'avant-après de leur forme de corps en fait, voir à quel point ça va marquer leur taille. Je pense que c'est aussi lié à des séries qui ont vraiment repopularisé le corset. Évidemment Euphoria, même si c'est une forme de corset, on va en reparler, qui est beaucoup plus soft, mais en tout cas avoir des petits hauts corsetés comme ça, dans Euphoria on les a beaucoup vus. Mais aussi et surtout Bridgerton, plus récemment, qui a véritablement pété, buzzé niveau fashion. Moi je me suis posé la question de qu'est-ce que ça veut dire en fait que les femmes reportent le corset, parce que on a l'habitude de dire que le corset c'est quand même un objet qui a tenu le corps des femmes aliénées, soumis, que c'est un instrument de torture, etc. C'est quand même souvent l'histoire qu'on nous raconte. Or, je pense que cette histoire qu'on nous a racontée, elle est aussi loin d'être vraie. C'est ce que je vais essayer un peu de vous démontrer dans cette vidéo. J'ai envie de vous montrer qu'en fait, le corset, il a une histoire qui est loin d'être binaire. Donc je vais vous parler de son histoire à travers le XXe siècle, mais aussi de qu'est-ce que ça veut dire de le reporter aujourd'hui, et comment est-ce que les femmes et les jeunes femmes surtout le reportent, etc. On va discuter de tout ça. Donc installez-vous et puis c'est parti. Il faut savoir que le corset a des ancêtres qui datent de fou, parce que le corset, en fait, on trouve les premières traces du corset en 1600 avant Jésus-Christ. Les historiens et les historiennes nous rapportent que il existait à cette époque-là une forme de sous-vêtement extrêmement rigide avec une armature faite en os de baleine. Os de baleine qui ensuite est devenu de l'acier et qui enserrait les côtes et compressait, rétrécissait la taille. Exactement comme le corset qu'on connaît du 19e et du début du 20e. C'est à partir du 16e siècle cependant que le corset se popularise vraiment et se réinvente. Et puis du 16e jusqu'au 19e, il va vraiment changer de taille, de forme, etc. En tout cas, c'est au 19e siècle que c'est vraiment l'apogée du corset, l'apogée du corset sablier, c'est-à-dire le corset qui donne une silhouette, comme son nom l'indique, de sablier, avec une taille minuscule, une gorge bien remontée. Et c'est marrant parce que c'est aussi à partir du 19e siècle que on va commencer à critiquer le corset. Il y a beaucoup de médecins à ce siècle-là qui disent que le corset est responsable de maladies respiratoires chez les femmes, mais aussi de déformation des côtes, de déformation des organes internes, de complications des grossesses, voire même de fausses couches. Alors qu'il y a d'autres médecins au 19e aussi qui disent que au contraire le corset a des vertus thérapeutiques et qu'il est là pour maintenir le corps féminin, etc. Finalement, l'historienne de la mode Valérie Steele, qui a écrit un livre sur le corset qui est d'ailleurs génial, j'ai tiré beaucoup d'informations de cette vidéo de son livre, je vous le conseille. Elle dit que c'est compliqué de dire en effet au 19e siècle de quoi le corset est responsable dans la santé des femmes, mais il a quand même été prouvé selon elle que le port du corset pouvait mener au 19e siècle à de nombreux évanouissements. Parce que quand on porte un corset, il y a forcément moins de place, moins de volume pour les poumons. Après, il faut aussi savoir qu'avant le 19e, d'autres penseurs ont déjà critiqué le corset pour les femmes, et c'est notamment le cas de Rousseau, le philosophe bien connu, qui était contre déjà le corps à baleine. Le corps à baleine, c'est l'ancêtre du corset, et Rousseau affirmait qu'il s'agissait d'un précédent
accessoire à corps et que c'était antinaturel, ce qui finalement est assez logique puisque Rousseau, sa philosophie c'est retournons à l'état naturel, la société pervertit les hommes, donc c'est pas très surprenant qu'ils prennent parti contre le port du corset. Au début du 20e, fin du 19e, fin du 20e, les femmes évidemment acquérissent des droits civils et donc elles vont se défaire du corset. Il faut savoir aussi que le corset, c'est d'abord Madeleine Vionnet, qui est une couturière, qui l'a dégagé de ses collections. C'est elle la première, elle a été oubliée par l'histoire mais c'est vraiment elle qui a décidé de faire des collections sans corset. On octroie souvent ce mérite à Paul Poiret ou à Coco Chanel, mais c'est Madeleine Vionnet qui, au début des années 1900, était inspirée par la danseuse Isadora Duncan. Elle s'est dit c'est tellement beau ce corps léger, aérien, libre de faire tous les mouvements possibles et imaginables. Elle a dégagé le corset. Mais a-t-il vraiment disparu? C'est la question qu'il faut se poser. Et non, il n'a jamais vraiment disparu le corset, et ça c'est aussi Valérie Steele qui le dit dans son bouquin. En fait, le corset s'est métamorphosé. Le corset, il a été inventé pour contrer la nature molle du corps des femmes, pour éviter que cette chair bouge, gigote, soit trop encombrante, pour rigidifier, tenir vraiment tout ce qu'il y a à tenir dans le corps des femmes. Et c'est pour ça que dès les années 30, quand les femmes se sont débarrassées du corset, des dérivés du corset sont apparus immédiatement. Il y a notamment une publicité pour une marque qui s'appelle Form Fit Foundations, qui en fait nous fait bien nous rendre compte que le principe du corset persiste. C'est une gaine avec un soutien-gorge et des jarretières qui nous montre vraiment cette obsession, comme je le disais, de la discipline corporelle féminine. Cette idée de maintien du corps des femmes par les sous-vêtements, elle a été aussi popularisée grâce à l'arrivée du lycra, une matière qui est apparue en 1959, grâce à laquelle on va faire des sous-vêtements avec cette matière synthétique qui est assez élastique et qui permet vraiment de tenir le corps en place, quoi. Et puis ensuite, à la fin des années 70 et au début des années 70, il y a toute une culture qui va remplacer le port des gaines, etc. Parce qu'on va avoir des sous-vêtements un peu plus simples, un peu plus légers, mais l'idée du corset persiste encore à travers l'idée du régime. Le régime qui devient central dans la mode à partir des années 60, des années 70, mais aussi l'exercice physique et notamment l'aérobic dans les années 80. Dans les années 80, il y a vraiment cet idéal du corps athlétique, on doit avoir le galbe, on doit avoir les muscles saillants. Vraiment cette idée du corps féminin comme étant tonique et rien ne bouge, toujours et encore. Donc dire que le corset a disparu et que les femmes se sont émancipées, etc., c'est un peu se fourvoire, je trouve, et c'est un peu faire semblant de pas connaître toutes ces dérivées-là. Aujourd'hui, le grand revival du corset quand même, alors certes il y a la chirurgie esthétique, mais il y a aussi, je trouve, la marque Skims de Kim Kardashian qui se définit comme une, sur la page d'entrée du site, solution for everybody. Donc c'est hyper intéressant parce que Kim K veut à la fois jouer sur le côté inclusif, on s'adresse à tous les types de corps, etc. Et en même temps elle dit bien solutions. Je sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu des trucs sur YouTube, des meufs essayer ça, genre comment est-ce qu'on en arrive à se dire il faut que mon corps rentre dans cette espèce de body minuscule qui va me comprimer, parce que c'est ça. Hein, la finalité du truc, c'est de tout faire tenir dans un tissu hyper comprimant pour que il n'y ait pas de bourrelet, qu'il n'y ait pas la petite graisse, le petit machin. C'est quand même fou. On n'a jamais été aussi proche de l'idéologie du corset. D'ailleurs, Kim K, elle le dit sur son site aussi. Elle dit que ces vêtements, ce sont des compressions fortes et ciblées pour modeler et sculpté. Donc on voit qu'il y a une réinvention avec cette marque de Kim K, à la fois sémantique et marketing. On ne va plus dire un corps corseté, on va plus dire qu'on veut affiner le corps, non, on veut modeler et sculpter. Dans les années 80, on a un détournement du corset qui va être complètement réinventé, qui va être détourné, qui va être transgressé en fait, puisque le corset va être réinvesti par la pornographie fétichiste, par le milieu BDSM, et donc le corset va être synonyme de la femme puissante, de la femme phallique, une femme qui domine en fait, ce qui est quand même pour l'époque subversif, étant donné que le corset
même pas 50 ans plus tôt, 60 ans plus tôt, il était synonyme de la femme soumise en fait. Il y a Stephanie Jones qui le dit dans un ouvrage qui s'appelle Strictly Fashionable. Elle écrit: la dominatrice porte son corset comme une armure, sa courbure extrême et rigide constituant l'ultime défi sexuel lancé à l'esclave qui peut regarder mais pas toucher. Donc la dominatrice, elle porte le corset comme une armure. C'est quand même très très fort, c'est une inversion totale des rôles genrés, et il y a cette idée de dignité qui arrive avec le port du corset. Puis ensuite il y a évidemment Vivienne Westwood qui va reprendre ces codes-là. Son grand tour de force à elle, c'est en fait de le porter comme un vêtement. Personne ne l'avait jamais fait. Disons que bon bah dans la pornographie fétichiste, ça reste un truc sexuel. Vivienne Westwood, elle le prend et elle en fait un élément de ses runways hyper récurrents. Elle dit bon bah voilà, maintenant un sous-vêtement, on va le porter comme un vêtement. Et ça c'est très très fort, et c'est comme ça en fait que le corset est aussi devenu synonyme de libération et de pouvoir au cours des années 80. Après, Valérie Steele nous informe que ce ne sont ni Vivienne Westwood ni les punks qui ont permis au corset de se globaliser. Elle dit, je cite: bien que les punks aient été les premiers à transformer le sens du corset, c'est la chanteuse pop Madonna qui a contribué à le populariser avec l'aide du styliste français Jean-Paul Gaultier. En fait, Jean-Paul Gaultier, il a fait du corset un objet de provocation esthétique. Il l'a détourné jusqu'à la caricature, toutes les caractéristiques du corset, et aussi tout ce qu'il induit idéologiquement. Il a retourné le stigmate contre lui-même, et ça, c'est très fort. Ce qui est intéressant, c'est aussi les corsets de Thierry Mugler, à la même époque à peu près que celle de Jean-Paul Gaultier et de Madonna. Thierry Mugler nous donne des corsets qui sont absolument sublimes, et qui sont souvent faits à partir de matériaux rigides tels que le plexiglas, le cuir, mais aussi le métal souvent. Des matériaux rigides qui font que la femme Thierry Mugler, elle est dans une forme de cage en fait, dans son corset. Elle est encagée. Et là on retrouve l'idée de la pornographie fétichiste, l'idée de on ne peut pas toucher la femme quand elle porte un corset, il y a une forme d'armure. Et ça c'est hyper intéressant. C'est notamment le cas dans un ensemble Mugler qui s'appelle Carapace, qui est fait de cuir noir avec le spécialiste du cuir Abel Villarreal, et je trouve qu'on a l'impression, en voyant une femme porter cet ensemble, d'être face à des sujets sexuels plutôt qu'à des objets sexuels. Et ce shift, il est très 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 intéressant, et il est surtout central parce que ça fait toute la différence. Tout à coup, un objet qui a été un objet discriminant, qui a été un objet de diminution pour les femmes, devient un objet qui permet non seulement de les protéger du toucher et du regard d'autrui, mais aussi de se ressaisir de leur propre histoire. Or, aujourd'hui, ce que je trouve quand même questionnant, c'est que on se ressaisit encore une fois du corset en le portant comme un petit top. I'm so excited because I saw Kirsten Titus get the corsets for women of the bigger chests, and I immediately bought 3. First we have cute little pink. Let's see what it looks like on. So here it is on. I will say it's not as versatile as it was on Kirsten, but it's really cute. Then we have, this is the same size as the pink one, but this one's definitely more flattering, I think. I like this one more. This is really cute. And then this one is the one that I was really excited about. Oh my gosh, it's so pretty. But the thing is, like, these ones don't really have, like, the cups, you know? The inside is just that, and the cups are where I have the issue. Either spilling out up here or spilling out down here. Or on the side, you know, just anywhere. Oh my god. This is like... Oh my god. Hold on, let me go like this. This is so cute. None of these shirts ever fit me. I'm so happy. It fits so perfectly. Everything is, it's like, oh my god. Anyways, oh my god. D'une manière qui n'est pas du tout trash, d'une manière qui n'est pas du tout détournée, on s'en ressaisit dans les codes très très conventionnels
conservateur peut-être de la féminité. On voit beaucoup de corsets sur ce corset challenge sur TikTok, bien comme il faut, avec des filles qui ont les cheveux longs, qui ont opté pour un joli corset à baleine, satiné, très mignon, fleuri. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard et c'est un peu un retour au corset archétypal plutôt dans l'imaginaire commun de la féminité doucereuse, douillette, gracieuse, comme il faut. On n'est plus du tout dans l'esthétique un peu trash, un peu hard, un peu puissante des années 80 quoi. Donc esthétiquement il y a quand même un shift aujourd'hui qui nous indique que plutôt que de revendiquer un pouvoir dans l'héritage des années 80, on va vers quelque chose qui se rapproche plus des diktats esthétiques et sexuels dont on est encore victime aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, puisque la mode a pris des proportions absolument gigantesques dans notre société aujourd'hui avec les réseaux sociaux, notre obsession de l'image. Et je pense qu'il y a un rapport à la féminité qui est latent là-dedans. On est dans un retour de bâtons, de mouvements féministes, etc. où les femmes et surtout les très jeunes femmes peuvent avoir envie de se sexualiser comme il faut en fait pour le regard masculin dans une féminité très normée et conventionnelle. Et ça m'interroge un peu. Parce que moi je trouve ça chouette qu'on s'empare du corset qui est quand même un vêtement qui fait partie de notre histoire de femme. Mais si on s'en empare dans cette esthétique très lissée, dans cette esthétique qui finalement a été conçue par des hommes pour les hommes, finalement pour leur propre plaisir hétéronormé, bah c'est pas très intéressant, autant le laisser à sa place le corset. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il reste selon moi quand même Ouah, j'ai super chaud, je vais enlever ça. Il reste aussi une piste d'analyse à explorer selon moi quand on parle du corset, c'est la question du plaisir notamment dans la douleur. Il faut quand même comprendre que nous les femmes, on nous a souvent inculqué qu'il faut souffrir pour être belle, et il y a aussi un peu un truc masochiste, mais qui est pas seulement lié à la condition féminine, mais qui je pense est exacerbé par notre condition féminine, un truc de plaisir dans la douleur qui fait que en effet ça nous fait du bien de sentir les limites de notre propre corps quand quelque chose vient l'entraver. Et ça, je pense que c'est une expérience qui est finalement assez banale, assez commune, que peut-être même les hommes peuvent se faire. C'est quand on a mal quelque part qu'on se rend compte qu'on a un corps, quoi. Donc il y a un vrai plaisir finalement dans une douleur physique qu'on peut s'infliger. Après, il faut forcément se poser la question de la sexualisation, l'autosexualisation des filles, et notamment des jeunes filles, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, puisqu'on parlait du corset challenge sur TikTok. En fait, moi je me demande, je pense que ce corset challenge, il est plus à viser des meufs sur TikTok. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de mecs qui regardent ce hashtag. Je pense que ce sont plutôt des nanas qui le regardent. Ce qui ne veut pas dire que le male gaze est absent de ce rapport-là au corset, évidemment que non. Mais ce qui peut peut-être nous en dire long sur une volonté que les filles de ma génération, voire les filles plus jeunes, peuvent avoir de réinvestir justement des objets archétypaux de l'histoire féminine. Et ça, je trouve ça intéressant et pertinent à analyser dans une perspective féministe, parce que je pense aussi qu'on a trop souvent tendance à dire que les femmes qui se sexualisent elles-mêmes, notamment les jeunes femmes, etc., elles sont aliénées. Elles sont aliénées par le regard désirant des hommes, elles sont aliénées par la société qui leur dit qu'elles ne peuvent exister qu'en tant que corps, elles sont aliénées par le nouvel idéal qui est maintenant d'être sexy plutôt que d'être élégante comme ça a pu être l'idéal avec Audrey Hepburn à l'époque, etc. Aujourd'hui, être sexy, c'est quoi? C'est afficher une volonté sexuelle, une appétence sexuelle, une disponibilité sexuelle aussi. Les femmes sont aliénées par tout ça, quoi, par tout un tas de trucs. Mais je pense que on peut aussi voir une autre volonté dans la volonté de se sexualiser, dans la volonté de reprendre le corset. Et ça, c'est notamment avancé par la théoricienne de la mode Jackie Wilson dans son ouvrage Being Gorgeous, dans lequel elle va théoriser le glamour. Elle va théoriser le glamour en disant que ce n'est pas parce que la femme s'objectifie elle-même qu'elle n'est plus un sujet pour autant. C'est-à-dire que même en s'objectifiant elle-même, pour toutes les mauvaises raisons, elle reste un sujet.
Et elle peut quand même négocier sa qualité de sujet en fait. Donc elle n'est pas aliénée, parce que dire qu'elle est aliénée, c'est un caractère tellement totalisant, c'est comme si la personne n'avait même pas conscience de ce qu'elle faisait. En fait, ce qui est assez, je trouve, fou dans les filles de ma génération, et puis bah dites-le moi les meufs en commentaire si vous êtes d'accord, c'est que on adopte certaines pratiques, certaines habitudes vestimentaires et corporelles de la mode, hein, le maquillage, premier truc, l'épilation, deuxième truc, mais on a aussi totalement conscience qu'on le fait par conformisme social, par pression, enfin pour un tas de mauvaises raisons aussi. On n'est pas complètement teubé quoi. C'est un peu ça ce que j'essaye de dire. Et Jackie Wilson, dans sa théorisation du glamour, elle nous dit que certes le corps féminin en tant que spectacle, il est donné en pâture au regard, il est devenu un objet marchandé par le capitalisme esthétique. Et que ça, it's a shame, bouh. Mais elle dit aussi que c'est, je cite, aussi l'état dans lequel il est possible de gagner une reconnaissance, une validation, un sentiment de plaisir et de plénitude en tant que sujet sensuel et sexuel. Et en gros, elle dit dans sa théorie du glamour que le glamour c'est quoi? C'est un style caractérisé par l'acceptation des normes et des conventions de la féminité, mais aussi leur appropriation. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est pas seulement accepter de se maquiller comme il faut, accepter de mettre une jupe, un corset pour être la jolie jeune fille que tout le monde aimerait voir dans la rue. C'est les accepter, mais se les approprier. Et ce travail d'appropriation, il est élémentaire pour passer de objet sexuel à sujet sexuel, notamment dans le port du corset. C'est là où se tient toute la différence selon moi. C'est dans l'appropriation et le détournement. Comment on fait pour se réapproprier un objet qui fait partie de notre culture et de notre histoire, mais pour le défaire de toute la patte patriarcale dont il a été enrobé? Et bien on se le réapproprie, on le fait sien et on le détourne. Et ça c'est quand même hyper fort, parce que ça veut dire qu'on ne doit pas abandonner des pans de notre histoire, des objets de notre histoire en se disant putain bah trop tard quoi, ils sont trop imprégnés d'une culture sexiste pour qu'on puisse les faire nôtres. Non, il y a une possibilité de renversement du stigmate avec ces mêmes objets. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça voudrait dire par exemple avec le port du corset, et j'en parlais avec une amie qui en porte, que bah voilà, porter un corset mais garder ses poils sous les aisselles, ça va créer une forme d'étonnement, notamment chez les hommes qui vont la regarder, et ça c'est une forme de détournement qui crée un effet, qui crée une surprise et qui fait en sorte que on sort d'une représentation archétypale de la féminité, toujours empreinte d'un regard quand même sexiste sur le corps des femmes. Je sais pas si j'ai été claire, en tout cas n'hésitez pas à partager vos pensées, votre propre avis en commentaire. Si vous portez des corsets, vraiment dites-moi. Moi j'en ai pas encore acheté, j'ai pas encore passé le cap, pourtant j'en ai vu plein en fripe à Londres, trop beau. Mais j'en ai jamais porté en fait. Si la vidéo vous a plu, partagez-la aussi, likez, etc. comme d'habitude. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, pour la prochaine vidéo, je vais encore un peu parler de corset, je pense, parce que j'aimerais beaucoup parler de la couverture que Billie Eilish a fait pour Vogue UK en juin 2021, qui avait fait scandale parce que c'était la couverture où elle montrait un peu son corps et tout. Sur le moment, j'avais eu plein de choses à dire, ça avait déclenché plein de pistes d'analyse et tout, mais je voulais pas en parler tout de suite parce que, elle avait 19 ans et que le monde entier commençait à discuter son choix et son corps. Du coup, je trouvais ça un peu malaisant de le faire, mais j'estime que 3 ans après, dans une perspective plus de recherche, ça peut être intéressant. En fait, j'ai écrit un essai sur cette couverture et sur ce qu'elle veut dire. Et il y a plein d'histoires qui découlent de cette couverture, ça nous dit plein de choses. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire aussi, je serais ravie de la tourner. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée comme d'habitude. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, il fait très chaud en ce moment. Allez, bisous!